Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce samedi 28 janvier. Invités, reportages, météo, informations pratiques tout près de chez vous et en vue des élections nationales dans une semaine, le dimanche 5 février, élection, mode d'emploi. On vous rappelle toutes les modalités pour aller voter. Et en ce long week-end férié de Saint-Dévote, plusieurs grands rendez-vous sportifs, à commencer en tennis par la première finale d'un tournoi du Grand Chelem pour notre représentant monégasque, Hugo Nys, associé au Polonais Jan Zeliński, battu ce midi en finale par la paire australienne Hijikata-Kubler. Et en deux manches, 6-4, 7-6. Hugo Nys sera avec nous en duplex de Melbourne dès le début de ce journal. Ce soir en football, on vous le rappelle, l'AS Monaco se déplace à Marseille pour le derby du Grand Sud. Et demain, ce sont nos basketteurs qui, eux, vont se rendre à Villeurbanne pour un choc face à l'Asvel et des retrouvailles très attendues pour le néo-Villeurbanais Dibost face à cette Roca Team qu'il connaît si bien. Sous nos couleurs en rouge et blanc, il a gagné la Leaders Cup en 2017 et soulevé l'Eurocup en 2021. Et puis rencontre aujourd'hui avec l'un des skieurs d'avenir de l'équipe monégasque, Younes Terbech, 17 ans, qui a participé cette semaine en Vénétie au Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne. Une expérience très enrichissante pour ce tout jeune espoir. Une nouvelle crèche à Monaco, c'est un testimonial. Nous ferons le tour du propriétaire. Enfin, nous recevrons un artiste au grand cœur, le pianiste monégasque Nicolas Horvat, qui prépare un concert au profit de l'association de l'Arche à Grasse, qui vient en aide aux personnes adultes en situation de handicap mental. Spectacle organisé au Théâtre des Variétés samedi prochain par l'Amas d'Arche de Monaco. Et comment donc ne pas saluer sans plus tarder le superbe parcours du tennisman monégasque Hugo Nys, qui avec son compère polonais Jan Zeliński ont atteint la finale de l'épreuve du double de l'Open d'Australie. Finale perdue en deux manches, de 7 très disputés face au duo australien Hijikata-Kubler. Bonsoir à vous Hugo. Bonsoir. J'imagine que c'est la déception qui prédomine quand on arrive comme ça en finale d'un grand chelem, être battu en 2-7-6 séries. On rappelle le score encore une fois, 6-4, 7-6. Hein. Ouais, forcément beaucoup de déception parce que c'était ma première finale de Grand Chelem, donc j'avais envie de la gagner forcément et ça s'est pas passé comme on voulait. Vous avez fait pourtant une semaine assez extraordinaire, hein, plus de 10 jours incroyables en Australie. Je pense qu'on a fait oui de loin les 2 meilleures semaines de notre carrière jusqu'à présent et on va faire un grand beau classement, donc il y aura évidemment beaucoup de positifs à tirer. Ça c'est important pour vous, vous ferez le bilan effectivement après, mais vous allez monter dans la hiérarchie, ça c'est très important. Oui, je vais être aux portes du top 20 là, donc je vais faire un bond de 20 places. On est du coup la deuxième équipe mondiale à la race, donc on va jouer tous les plus grands tournois du monde. On les jouait tous, mais on avait du mal à rentrer sur les Masters 1000. Maintenant, maintenant ça sera acquis et on va pouvoir faire une belle programmation. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui face au duo australien, qui était porté par son public bien sûr, hein? Voilà, déjà ils avaient le public avec eux. En Australie, le public est très très chaleureux. Donc voilà, après eux sont des spécialistes de simple à la base et ils ont eu un parcours exceptionnel. Ces 2 semaines, en fait, ils jouaient sans pression parce que voilà, ils ont battu les numéros 2 mondiaux 6-3, 6-1. Avant-hier, ils ont battu les top 10 facilement. Aujourd'hui, ils nous battent en 2-7. Ils étaient sur un petit nuage. C'est des très très bons joueurs. Voilà, ils ont été juste meilleurs que nous aujourd'hui. Juste meilleurs que vous, tout simplement. Vous ne cherchez pas d'autres excuses, ce qui est très bien. Hein. Non, je suis pas du genre à chercher des excuses. C'est la réalité du sport. Hein. C'est que le jour J, c'est le meilleur qui l'emporte. Alors peut-être que sur l'année, on est une meilleure équipe de double, mais en tout cas aujourd'hui et sur cette quinzaine, c'était eux les meilleurs et ils l'ont prouvé. Ça vous donne envie avec votre compère polonais, hein, Jan Zeliński, de continuer au plus haut. En plus, ce qui est drôle, juste pour la petite photo, c'est que Monaco c'est rouge et blanc et que la Pologne c'est blanc et rouge. Hein. Ça va bien sur la photo. Ça match très bien et oui, toujours. C'est toujours prévu qu'on continue et ça nous donne encore plus d'envie, évidemment, même si la déception domine ce soir, ça nous donne beaucoup d'envie pour la suite. Ouais. La suite, elle arrive très vite. Vous allez reprendre l'avion, vous êtes dans les vestiaires. Hein. Merci d'être avec nous dans les vestiaires de l'Australian Open aujourd'hui. Vous allez reprendre l'avion rapidement parce qu'on vous attend, vous le savez, samedi, dimanche prochain, Principauté pour la Coupe Davis. Et oui, je prends l'avion déjà demain matin, donc vu que là il est 3 heures du matin, dans très peu de temps, et pour être le plus rapidement possible en Principauté pour venir avec les copains pour battre la République dominicaine. C'est la prochaine échéance. Il n'y a pas
pas de repos et on va tout donner. Ouais. On va se régaler, ce sera en direct à la télévision, bien sûr, sur Monaco Info. Hugo, on vous attend avec impatience, avec vos 3 autres camarades, évidemment, de l'équipe de Coupe Davis. Encore un grand coup de chapeau. Bravo pour cette quinzaine australienne, marquée par une finale tout de même de Grand Chelem. Il y en a d'autres à gagner, vous inquiétez pas, Hugo. C'est gentil, merci. Puis je tiens à remercier évidemment la Fédération monégasque de tennis qui me soutient depuis très longtemps et je leur dédie aussi cette quinzaine qui est, je pense, très importante aussi pour l'histoire de la fédération et de la principauté. Donc je suis assez fier et voilà, je pense à eux. Merci pour ce petit message et digérez bien le décalage pour être en pleine forme sur la terre battue du Monte Carlo Country Club le week-end prochain. Bonne fin de petite nuit, Hugo Nice, et bon vol vers la France et Monaco, bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Et parmi les joueurs monégasques sélectionnés le week-end prochain pour cette Coupe Davis, Luca Catarina disputera lui demain après-midi, la finale du tournoi Challenger de Bagnols-sur-Orne après son succès cet après-midi, 6-3, 7-5 face à l'Italien Riccardo Balzerini. Le Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne en Vénétie. Et on va faire un bilan de cette semaine de compétition avec notre skieur monégasque sélectionné pour l'occasion. Younes Terbesh est avec nous ce soir. Bonsoir Younes. Bonsoir. Ça y est, ça se termine pour vous en tout cas, ce festival de la jeunesse, festival olympique de la jeunesse en Vénétie, en Italie. Ça s'est plutôt bien passé, 3 épreuves pour vous. Hein. Oui, exactement, 3 épreuves. On vient de finir par le Super G aujourd'hui. Le Super G qui est une de vos spécialités parce que j'ai cru comprendre que vous aimiez la vitesse. Oui, exactement. Je suis content de finir par une discipline que j'apprécie et suivi par un bon résultat. Donc, un bon résultat, ça veut dire que vous êtes quoi, entre les 50 et 60? Oui, bah exactement. On a fini 20e nation et là, je finis 52e. Donc, c'est un bon résultat pour le premier festival, on va dire. Ouais, c'est un très très beau festival de la jeunesse. C'est important pour vous de vous confronter déjà au plus haut niveau? Ah oui, c'est très important pour l'expérience et surtout à mon âge. Voilà, c'était une expérience exceptionnelle. Sacré jeune homme avec pas mal d'ambition. En plus, on a eu de très bons résultats, on le sait, à Pékin la dernière fois, avec notre porte-drapeau, qui a réalisé la meilleure performance de l'histoire de Monaco Jeux Olympiques. C'est quand même assez incroyable ce qu'a réalisé, en tout cas, Arnaud Alessandria. C'est un bel exemple pour vous, pour les Rouges et Blancs? Oui, vraiment, c'est un de mes exemples, surtout en vitesse. Un peu moins technique, mais en vitesse, c'est un de mes exemples. Et ça donne de l'ambition pour le pays, on va dire. Voilà. Avec beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambition encore pour vous cette saison? Oui, beaucoup d'ambition sur cette saison. La saison, elle est pas du tout finie. On est qu'à la moitié justement. Donc oui, il y a encore beaucoup de courses, beaucoup de départs importants et beaucoup d'ambition. Ouais. Pour être champion, il faut... Maintenant, c'est presque un classique. Hein. À notre génération, c'était différent, mais maintenant, il y avait vraiment des sports-études qui sont d'excellence. Hein. Oui, là, je fais partie d'un pôle espoir, donc oui, c'est la montagne à Val-de-Blore. Et oui, il faut être dans des structures justement comme ça pour bien être entouré et pour essayer de performer au plus haut niveau. Et comme vous l'avez dit, pour passer votre bac aussi, c'est important. Hein. La tête et les jambes, bien sûr. Surtout pour le ski, hein, parce qu'il faut les deux, parce qu'il faut tout calculer. C'est vrai qu'un slalom, on peut l'apprendre par cœur. Un super G, c'est déjà plus compliqué. C'est une petite descente, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la technique. Mais ça va déjà très très vite, hein, Younes. Oui. Le super G, on peut atteindre des vitesses au-dessus de 100 km/h. Donc oui, faut avoir la tête et les jambes. J'ai lu quelque part que vous n'étiez pas forcément destiné à faire du ski. Qu'est-ce que vous vouliez faire à la base, quoi? Du foot, comme tout le monde, ou du basket? Avec la Roca Team? Oui, voilà, c'est ça. Oui, un sport collectif. Oui, peut-être du basket, du foot, mais non, je n'étais pas destiné à faire du ski. On parlait d'objectifs tout à l'heure. Il y a quand même des mondiaux en France. Vous avez une chance d'y participer ou pas du tout? C'est quelque chose que vous pourriez faire? Alors cette année, je ne sais pas si je peux les faire. Il manque peut-être un peu d'expérience et surtout un peu de niveau. Mais non, c'est pas pour cette année. Vous visez quoi, les prochains Jeux Olympiques? Oui, je pense que c'est un de mes objectifs. Et ouais, c'est ambitieux, mais oui, c'est un de mes prochains objectifs, pardon. Vous aimez ce sport, en tout cas, c'est un sport particulier, le ski. Hein. C'est un sport qu'on adore, bien sûr, nous, parce qu'on n'est pas loin des montagnes, dans les Préalpes ici, vous êtes à Val-de-Blore. Vous êtes resté, vous, parce qu'il y en a d'autres qui vont skier à Tignes ou ailleurs, pour se perfectionner encore, même dans vos copains aujourd'hui d'entraînement. Vous aimez votre sud, vous êtes attaché à Monaco, à la région? Oui, je suis très attaché à la région. J'adore dans le sens où on a beaucoup de diversité, rien que pour la prépa physique en été et surtout pour le ski en hiver. On a quand même 4 stations où on peut faire plein de disciplines différentes et il y a des profils différents aussi. Donc oui, je suis attaché à cette région et non, je pense pas aller en Savoie ni en Haute-Savoie. Voilà.
Pour vous, la course parfaite, pour conclure, Younes, c'est quoi? C'est de fermer les yeux, de se laisser aller, de se laisser embarquer, de connaître toutes les portes par cœur? C'est de prendre un maximum de plaisir. Et si en bas, il y a le résultat à la clé, bah, là, c'est encore mieux. Voilà. Avancez. Continuez comme ça, Younes. On était ravis de vous avoir ce soir sur Monaco. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on reste dans l'univers du Grand Blanc avec les championnats d'Europe de patinage en Finlande, avec dans la catégorie libre messieurs la très belle victoire de la révélation française Adam Siao Imfa. Notre représentant monégasque Davide Liutenbrein a terminé lui 22e. La Roca Team se déplace demain dimanche à Villeurbanne pour le compte de la 19e journée de la Betclic Elite face au club de Lasvel, le plus grand rival de Monaco cette saison encore. L'occasion pour nous de retrouver un ancien capitaine de la Maison Rouge et Blanche, un certain Guy Bost. Présentation de ce choc du championnat avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Yannick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Tout le monde n'aura Dieu que pour Guy Bost, évidemment à l'occasion de ses retrouvailles avec la Roca Team. L'Américain a effectué 2 passages à Monaco, en 2016-2017 d'abord où il a gagné la Leaders Cup et puis entre 2019 et 2021 qui s'est achevé sur cette victoire finale en Eurocup à Kazan. Joueur emblématique et ancien capitaine de l'équipe du Rocher, Guy Bost est depuis ce mois de janvier un joueur villeurbanais, joueur porte-bonheur si l'on peut dire, puisque depuis son arrivée dans l'effectif, l'Asvel enchaîne les victoires, dont la dernière ce jeudi face à Fenerbahçe, un match au cours duquel l'international bulgare a inscrit 15 points. Les Monégasques savent mieux que quiconque l'impact que peut avoir le meneur sur un match et ce sera évidemment un joueur à suivre de très près. À l'Astrobal, la Roca Team va chercher à confirmer sa très belle prestation collective observée face à Milan. Contre les Italiens, l'équipe a montré une belle fluidité offensive qu'il faut maintenant réussir à pérenniser. Seul premier de Betclic Elite, Monaco ne veut pas voir revenir dans la course le club villeurbanais 5e qui connaît depuis le début de saison beaucoup de problèmes de régularité dans le jeu et dans les résultats. Sacha Obradovic pourra compter sur un effectif au complet pour cette rencontre dans laquelle on pourrait voir d'ailleurs Mathieu Strazel et Johan Makoundou, les 2 seuls joueurs à ne pas avoir foulé le parquet ce jeudi. Chima Moneke, auteur de premières minutes prometteuses, devrait également profiter d'un peu plus de temps de jeu pour se remettre en jambes. Asvel Monaco, c'est toujours un choc du championnat de France et les 2 équipes s'affrontent donc une nouvelle fois ce dimanche à 17 h depuis l'Astrobal. Et direction la Tour Elsa du Testimonio 2 pour découvrir la toute nouvelle crèche gérée par la mairie. Elle a ouvert ses portes au début du mois et permet d'accueillir une 50aine de tout-petits. Le reportage de Sandrine Nègre accompagnée de Thomas Deus. La vie est arrivée au sein de la crèche du Testimonio. Une vingtaine de petits-enfants ont investi les lieux, un nombre qui va s'accroître au fil des mois. Cette nouvelle structure de la mairie est, vous l'imaginez, moderne et parfaitement adaptée. On est très heureux de pouvoir accueillir les bébés, enfin, après 10 ans d'intense travail pour pouvoir livrer cette 3e structure en termes de taille dans une zone géographique que la principauté qui se développe, qui s'étend et dans laquelle il y aura de plus en plus de structures domaniales. Donc on est très heureux d'accueillir les familles dans cette crèche de 50 berceaux. Des berceaux, mais pas seulement, puisque cette nouvelle crèche comprend différentes salles équipées pour permettre aux tout-petits de s'épanouir pas à pas. Une équipe de 18 personnes a vu le jour pour un encadrement optimal. La première salle, c'est celle-ci, la grande salle polyvalente, qui est accessible à tous les enfants de la crèche, notamment les plus grands dans un premier temps pour tout type d'activité. Elle donne accès à la terrasse, donc c'est un lieu d'activité essentiellement. Après, il y a 4 sections. 2 plutôt pour les plus petits, les bébés et ce qu'on appelle les moyens bébés, qui fonctionnent comme un pôle de tout petits, elles fonctionnent ensemble. Et 2 autres sections de moyens grands, donc là c'est jusqu'à 3 ans. C'est une crèche qui est extrêmement bien sonorisée, autant par rapport à l'extérieur qu'en intérieur, grâce à des dalles qui absorbent les échos. Et une crèche très lumineuse, avec de très beaux espaces tout vitrés, une belle exposition aussi, donc vraiment un bon contexte de vie pour les petits.
Les extérieurs sont aussi bien aménagés avec des cours, sans oublier un peu plus loin ce jardin des senteurs. Information pratique enfin, le cheminement pour entrer et sortir a été conçu pour permettre aux landaus et aux poussettes de rouler. Un accès pour les personnes à mobilité réduite a été créé. Pour le dépose-minute en voiture, sachez qu'il est possible grâce à ces places. On reste avec vous Sandrine, avec ce rendez-vous d'importance en principauté, dimanche prochain, dimanche 5 février, les élections nationales monégasques. Vous nous rappelez les grandes lignes pour aller voter. Les Monégasques ont rendez-vous le 5 février pour élire les conseillers nationaux de 8h à 19h sans interruption. Pour voter, un seul bureau, l'espace Léo Ferré. Plusieurs documents seront nécessaires, la carte d'identité ou le passeport monégasque en cours de validité. N'oubliez donc pas de vérifier leur date d'échéance. Sachez que l'ancien modèle de la carte d'identité sera valable. Aucune carte d'identité n'étant établie le jour des élections, n'hésitez pas à vous rapprocher du service de l'état civil nationalité en mairie auparavant. Il vous faudra vous rapprocher du ministère d'État si c'est votre passeport qui est arrivé à échéance. Autre document essentiel, la carte d'électeur qui vous sera envoyée par la mairie durant la dernière quinzaine du mois de janvier. L'électeur monégasque qui ne pourrait pas se déplacer peut faire une demande de vote par procuration en désignant son mandataire, une démarche réalisable en ligne sur le www.mairie.mc ou sur le www.monguichet.mc pour les détenteurs de la nouvelle carte d'identité monégasque. En bref, à l'occasion du Nouvel An chinois, des ateliers de peinture traditionnels destinés aux personnes âgées de la Fondation Hector Otto ont été mis en place par l'artiste paysagiste amoureux de l'Asie, Richard Serin, avec comme thème cette année les pandas et leur univers tout proche. Le samedi 4 février prochain, au Théâtre des Variétés, un récital de musique classique pour la bonne cause, préparé, proposé et interprété par le pianiste monégasque Nicolas Horvat, qui est avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, merci de m'avoir invité ce soir. C'est la moindre des choses, c'est une œuvre qui vous tient à cœur, bien sûr, que vous allez exécuter samedi dans une semaine maintenant au Théâtre des Variétés à 18h pour la bonne cause. Et quelle cause? C'est pas simple de gérer des adultes qui ont un gros problème d'handicap mental. Exactement, c'est pour l'Arche de Jean Viennet, l'Arche du Cœur. C'est une cause qui me tient à cœur et que je soutiens depuis de nombreuses années. Et cette année, j'ai eu le privilège de pouvoir donner un concert avec en première partie justement des adultes qui vont faire Un événement, une démonstration? Oui, une démonstration de clown. Et je cherchais le mot exact. Et donc après, on va tout de suite enchaîner avec le récital. Et aussi la rencontre avec le public de Monaco. Comme vous le savez sans doute, je suis un enfant de pays. J'ai grandi à Monaco, j'ai fait toutes mes études à Monaco et donc il me tient vraiment à cœur non seulement de soutenir les causes de mon pays et de ma région, mais aussi de revenir dans mon pays pour montrer tout ce que j'ai appris et rendre ainsi hommage à la principauté et à tout ce qu'elle m'a offert. Les adultes seront là. C'est quoi? C'est une trentaine de places qui sont réservées à Grasse pour ces personnes qui souffrent de problèmes mentaux? C'est ce qu'on appelle une arche. Et ce concert va permettre de récolter des fonds pour pouvoir continuer à les aider, pour pouvoir continuer à les soutenir, à pouvoir les insérer dans des travaux artistiques, dans des tâches qui leur permettent je dirais pas de mener une vie la plus normale possible avec un groupe de personnes qui sont là uniquement pour s'occuper d'eux et de la meilleure façon qu'ils soient. Où se situe la normalité? C'est une question qu'on se pose très très souvent. Et c'est vrai, Nicolas, qu'on a l'impression que la musique fait partie peut-être de cette reconstruction, de cette amélioration de vie quelque part. Disons que l'avantage de la musique, c'est vraiment un langage universel. La musique permet comme ça de communiquer avec le plus grand nombre sans aucun filtre. Et cette musique, la musique en général, et c'est ce qui est beau avec cet art et avec tous les arts de toute façon, permet comme ça l'universalité et permet vraiment de pouvoir communiquer et aussi pour les personnes qui sont en déficit de communication de pouvoir toucher le monde extérieur et le plus grand nombre. Puisque finalement, quand on est face à un instrument, il peut des fois être difficile de voir que l'on a un problème, puisque finalement, on rend la musique.
C'est beau, et ce sera samedi prochain, il faut y aller absolument, à 18h, Théâtre des Variétés, un enfant du pays, bien sûr, Nicolas Horvat qui va venir, récital au piano, 18h, samedi, Théâtre des Variétés, je rappelle parce que c'est important de le dire, venez nombreux, il y a des dons à faire sur le site de l'Arche du Cœur, notamment à Grasse, où pour l'instant il y a une trentaine de personnes qui ont un déficit mental, qui sont encadrées pour le mieux et avec qui on peut partager toutes ces émotions. Merci à vous, Nicolas Horvat, d'avoir été avec nous, invité ce soir sur Monaco Info, et bon concert. C'est un plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Et dans le cadre des festivités liées à la commémoration de Sainte-Dévote, la direction des affaires culturelles de Monaco et le diocèse ont organisé un concert d'orgue. Le musicien Silvano Rodi, organiste titulaire de l'orgue de Sainte-Dévote, a interprété une suite de danses de la Renaissance, ainsi que des pièces de Vivaldi, Pachelbel ou encore Jean-Sébastien Bach. Et en cette fin de mois de janvier, vous l'avez peut-être remarqué, comme chaque année, les bigaradiers se refont une beauté. Crisinda Tomel et Alexandra Marangoni se sont rendus sur place pour assister aux premières coupes. C'est une des plus vieilles traditions à Monaco. Depuis toujours, les habitants de la principauté assistent à un spectacle unique en ville. Effectué par les jardiniers dans les différentes rues de la principauté, la coupe de ces arbres fruitiers qui offrent de délicieuses oranges amères en cette saison attire les passants et amuse les enfants. La taille des bigaradiers s'étale sur plusieurs semaines parce qu'il y a la météo, il y a aussi le temps de taille et puis l'installation de chantier. Mais en tout, sur la principauté, 3 petites semaines. Combien d'arbres en tout à tailler dans toute la principauté ? Alors, si on parle d'agrumes, on en a un petit peu moins de 1000. Si on parle de bigaradiers, il y en a environ 566. Les fruits des bigaradiers sont donc depuis toujours offerts aux habitants, s'ils le souhaitent, un geste qui connaît un fort succès. C'est une belle tradition, je trouve, puis au moins les gens ils en profitent, ils viennent ramasser, parce qu'ils récoltent pas mal, je crois. L'autre fois dans le journal, je ne sais plus d'une tonne, je ne sais plus combien de tonnes de bigaradiers. Et alors, est-ce que vous en ramassez ? Oui, de temps en temps, quelquefois, pour faire des confitures. Alors, il est vrai que cette année, on a beaucoup de demandes de particuliers et d'habitude, on a des seaux avec de la réserve et cette année, on n'en a pas. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens reviennent aux traditions. Au total, ce sont donc près de 600 bigaradiers qui sont taillés chaque année en principauté. Les jardiniers de la Dô récoltent en moyenne 18 tonnes d'oranges, dont une bonne partie est donnée gracieusement pour réaliser de délicieuses recettes tout en perpétuant la tradition de nos aïeuls. La fermeture d'un lieu mythique hier soir en principauté. Le Stars and Bars a fermé ses portes hier pour mieux se réinventer au printemps prochain avec un tout nouveau concept. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous Yannick Debevert. Pour terminer cette semaine, un grand soleil sera au rendez-vous en principauté. Côté température, pour autant, il n'y aura pas vraiment d'amélioration puisqu'il fera 6 degrés au lever du jour et 11 dans l'après-midi. Nous gagnerons encore 2 minutes d'ensoleillement en ce dimanche 29 janvier où nous fêterons Saint-Gildas. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec le départ de l'épreuve de classement du rallye Monte-Carlo historique, course de régularité pour les amoureux du grand rallye à l'ancienne qui seront de retour, ces amoureux du rallye, dans la nuit de mardi à mercredi prochain, ici en Principauté, sur le port Hercule. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 20h, pour le best-of de la semaine sur Monaco Info, juste après 19h dimanche, avec un grand format consacré au marché de la Condamine, grand format préparé par Yann Anthony Nogues. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.